Épisode 19, on continue sur la question: la psychanalyse est-elle une science? Parce que c'est difficile de traiter ça en une demi-heure avec la première vidéo. Alors, je voudrais commencer par les arguments que nous donne Lacan pour démonter Lacan lui-même. Mon but n'est pas de démonter Lacan, puisque pendant 40 ans, je l'ai étudié à fond, en trouvant que c'était génial. Mais je voudrais montrer comment fonctionne en quelque sorte ce que je ne veux pas appeler une supercherie, mais qui n'en est pas loin quand même. J'ai terminé la dernière vidéo en disant que après cette comparaison entre la conception aristotélicienne et la conception galiléenne de la science, on passait d'une compilation de catégories à une loi universelle. Ça, c'est fondamental. L'aspect scientifique, c'est lorsqu'on arrive à établir une loi universelle qui se passe totalement de catégories. Mais j'ai pas dit de quelle loi universelle il s'agissait en psychanalyse. C'est simple. Il s'agit de la loi qui s'appelle Oedipe-castration. Le complexe d'Oedipe, j'ai envie d'avoir papa ou maman pour moi tout seul. C'est un désir, et un désir sexuel pour papa ou maman. Et la castration que je constate en tant qu'enfant à ces moments-là où j'éprouve ces émois pour mes parents, la castration, je l'interprète comme la sanction pour avoir eu ce désir, le désir coupable, sexuel, à l'égard de papa ou de maman, ou des deux. Donc voilà la loi absolument universelle. Elle est universelle au sens où je l'ai trouvée chez moi, je la trouve chez tout le monde, et on la trouve aussi si on analyse les mythes et légendes des différents peuples, que ce soit en Chine, en Amérique du Sud, au Groenland ou absolument n'importe où. On retrouve des histoires qui sont sur le mode du complexe d'Oedipe et de sa sanction, la castration. Bien entendu, il faut analyser ces contes et légendes comme si on analysait des rêves. Il y a une étape d'interprétation nécessaire. Mais voilà, la loi universelle, elle est là. Est-elle universelle vraiment ou pas? On laisse la question ouverte. Et comme je dis toujours, moi je vais au laboratoire toutes les nuits, comme un scientifique, au laboratoire des rêves, et je ne cesse de découvrir ça. Et le réel, en prime, c'est autre chose. On en reparlera. Et si quelqu'un trouve autre chose dans ses rêves, bien qu'il vienne nous raconter ses rêves, et nous pourrons en parler. Ça, c'est du travail à partir de la pratique. C'est ce que j'appelle un travail scientifique. Ce n'est pas de la pure spéculation intellectuelle. Or, l'œuvre de Lacan, c'est quoi? C'est pure spéculation intellectuelle. Extrêmement intelligente, certes, mais bourrée de contradictions, et surtout sans référence à la pratique, ce qui fait que c'est là où ça pose problème. Ça pose aussi problème au niveau de la scientificité, c'est-à-dire de la crédibilité, finalement. Parce que c'est une œuvre qui fait appel à la croyance. Comme il nous le dit tout le temps, ce que je vous dis, je le tire de ma pratique. Bon, mais il n'en dit rien de sa pratique. Donc on n'a absolument pas les moyens de vérifier quoi que ce soit, on doit le croire. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est l'histoire de la lettre volée. Dans la lettre volée, Lacan se sert des chaînes de Markov, sans le dire. Les chaînes de Markov, c'est cette façon de construire tout un univers
à partir de quasiment rien. À partir de quoi? Une série, par exemple, de plus et de moins. Une série de hasard. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que des fois il y a un plus qui apparaît, des fois qu'il y a un moins, mais on ne peut absolument pas prévoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est dire il y a 50% de chances qu'il apparaisse un plus ou qu'il apparaisse un moins. Donc ça ne nous dit pas grand-chose. Mais si on couple notre observation, c'est-à-dire si on veut mettre par 3 les signes qui apparaissent, et on codifie cet ensemble de 3 en les appelant 1, 2 ou 3. Il ne s'agit absolument pas de chiffres, il s'agit de chiffres ici transformés en lettres, c'est-à-dire en symboles d'un groupe de 3. Et pour distinguer ces groupes de 3, on fait appel à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va distinguer les groupes de 3 où règne l'unicité, que des plus ou que des moins, des groupes où apparaissent la symétrie, c'est-à-dire moins ou plus moins plus, les groupes où il n'y a que de la dissymétrie, c'est-à-dire moins plus moins moins, moins plus et plus moins. Donc c'est l'imaginaire, c'est-à-dire symétrique, pas symétrique, qui nous permet de encoder une chaîne dite réelle de départ à l'aide d'un chiffre symbolique 1, 2 ou 3. Il y a une porte, il n'y a pas de porte, la porte est ouverte, la porte est fermée, n'importe quel phénomène peut être codé de cette façon-là, mais dans le domaine qui nous intéresse, issu de la pratique des rêves, plus moins, c'est essentiellement, il y a un phallus ou il n'y a pas de phallus. C'est effectivement l'encodage de base de la psyché. Et à partir de là, ce qui est universel et qui est indéniable, puisque c'est l'anatomie humaine. L'anatomie humaine interprétée par les enfants. Eh bien, à partir de là, on peut construire des châteaux en Espagne incroyables. C'est-à-dire des fantasmes, des délires, chacun les siens, puisque chacun trouve un encodage différent. L'encodage que propose Lacan, c'est-à-dire Markov, cette façon de grouper par 3 les signes, on peut démontrer par la suite. Je me suis cassé le tronc pendant des heures, des jours et des mois entiers pour retrouver ces théorèmes, parce que Lacan, dans son écrit, il nous balance les théorèmes bruts de décoffrage. Mais j'ai retrouvé les théorèmes et leurs démonstrations, surtout. C'est assez passionnant, parce qu'on voit en effet qu'à partir d'une chaîne dont on ne peut rien dire, du fait de notre encodage, il s'invente des théorèmes. Ça devient un univers avec une loi, qui n'est plus une loi de hasard, comme dans la chaîne de base, mais une loi théorème. Par exemple, ce théorème-là, qui nous dit que, par exemple, un 2 ne peut être suivi que de un 1 ou d'un 2 ou d'un 3, mais un 3 ne peut être suivi que d'un 2, et un 1 ne peut être suivi que d'un 2. Il y a des restrictions comme ça qui se mettent en place, et on peut trouver encore d'autres théorèmes. Donc voilà un univers qui se crée complètement artificiel, puisqu'il vient de la façon dont nous avons encodé le problème. Ça invite à réfléchir. Ça invite à réfléchir notamment sur le schéma du chapitre 7 de la trame d'Eutung, où Freud prend bien soin de glisser entre la perception et l'inconscient les signes de perception, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le réel, qui ne sont pas encore encodés. Et ensuite, il y a un encodage dans l'inconscient. Et cet inconscient peut être absolument fantasmatique. Vous remarquerez que donc, le premier encodage, c'est pas celui que je viens d'indiquer entre 1, 2 et 3. Le premier encodage, c'est bien celui de entre il y a ou il n'y a pas le phallus. C'est l'encodage de base. Puisqu'il concerne le corps, il concerne ce que nous sommes. Ça vient
littéralement interroger, ça vient littéralement faire exploser, je dirais, la pensée du bébé, en tant que, bon, hein, qui suis-je, quoi? J'ai un phallus, ou est-ce que j'en ai pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout que, dans l'entourage, il y a rarement des gens qui ont suffisamment de présence d'esprit pour expliquer, ou alors ils expliquent d'une manière anatomique, scientifique, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque c'est comme ça, scientifiquement, anatomiquement. Mais fantasmatiquement, c'est pas du tout ce que les enfants se disent. Ils se disent castration. Ça, Lacan se garde bien de le dire dans la lettre volée, plus, moins, c'est tout simplement castration. Et c'est à partir de cet encodage, donc, qu'on fabrique fantasmes et délires. Et rêve, donc. Le rêve ayant cette faculté de révéler les fantasmes inconscients, le délire étant, lui, dans la vie de veille, mais révélant de la même façon les fantasmes inconscients, et ce sont les mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est une loi universelle, de type castration, qu'on soit dans le délire ou qu'on soit dans le fantasme. Mais ensuite, regardons comment Lacan construit ses théories. Quand il s'attarde beaucoup sur Descartes, vous savez, je pense donc je suis. C'est vrai que c'est une réflexion fondamentale, celle du philosophe. Mais on voit bien que, quand on lit la 6e méditation dans laquelle ça se trouve, c'est une spéculation intellectuelle consciente. Hein, Descartes réfléchit consciemment. Il fait le tour de tout ce que la connaissance lui a apporté et il conclut qu'on peut toujours trouver un livre qui dit le contraire de notre livre. Comment faire confiance au savoir? Ensuite, l'essence de la perception. Ne faisons confiance qu'à nos sens. Mais, dit-il avec une très grande acuité, lorsque je rêve, je suis persuadé d'être dans la réalité. Alors qu'est-ce qui me prouve, à l'instant où j'écris, que je suis dans la réalité? Est-ce que je ne serais pas dans un rêve ou dans un délire? Après tout, les fous aussi, eux, ils croient être dans le délire, ils croient être le roi de Prusse, ou poursuivis par des crocodiles dans la rue. C'est leur réalité. Alors, que croire? Eh bien, Descartes en arrive à cette conclusion intellectuelle, remarquable. Mais ce travail de négation que je viens de faire, négation du savoir issu de la perception, ce travail de négation, je ne peux pas nier que je l'ai fait. Et si je l'ai fait, c'est que je pense. Et si je pense, c'est donc que je suis. Remarquable travail intellectuel, conscient. Eh bien, qu'est-ce que Lacan fait de ce travail? Il continue ce travail intellectuel. C'est-à-dire, il dit, regardons ce qui se passe si on négative chacun des membres de la phrase. Je pense donc je suis. Ah, je ne pense pas, donc je ne suis pas. Ou je suis, ou je ne pense pas. Ou je pense, ou je ne suis pas. Ou je ne suis pas, ou je ne pense pas. Bon, on s'aperçoit de là, vous voyez, il y a le même encodage que dans les chaînes de Markov. C'est-à-dire, on a une donnée de base, je pense donc je suis, et on l'encode différemment, avec la négation, en voyant ce qui se passe, comme ça, chaque fois qu'on nie un des membres, qu'on introduit une négation dans chacun des membres de la phrase. Et ça peut nous parler intellectuellement, effectivement, parce que l'inconscient, oui, c'est vrai, c'est je suis, bien sûr que j'y suis, là où je ne pense pas. Je ne sais pas que je pense dans l'inconscient, pourtant ça pense, et j'y suis aussi. Ou je ne pense pas, je ne pense pas que je pense ça, par exemple, que j'ai envie de coucher avec ma mère, et pourtant c'est là que je suis, dans l'inconscient. Bon, voilà, mais ce sont des spéculations intellectuelles. Ce n'est pas le travail sur le matériau lui-même de l'inconscient. Prenons n'importe lequel de ces schémas qui m'ont beaucoup fasciné, parce que justement, ils avaient une apparence mathématique.
que ce soit le schéma R, le graphe, la théorie des cas de discours, eh bien nous avons le même procédé, toujours un procédé intellectuel. Dans le schéma R, c'est une façon de mettre en ordre des notions que Lacan avait fondées de manière éparpillée. Le grand A, le grand I, le grand S, le grand Phi, il les met dans un carré, et au milieu, il dit, voilà, c'est la bande de la réalité. Moi, ça m'avait fasciné, je trouvais ça fondamental. C'est pas faux du tout, mais c'est une réflexion intellectuelle. Ce n'est pas un travail de base sur l'inconscient. Et j'ai montré dans mon livre, à bord du réel, comment effectivement ce schéma pouvait pécher par bien des angles lorsqu'on s'intéresse à l'inconscient. Et non pas qu'on fait juste une mise en ordre intellectuelle qui, par son côté géométrique, peut rappeler quelque chose de scientifique, c'est-à-dire la mathématique. Pareil pour la théorie des quatre discours. Hein. On a 4 lettres, S1, S2, petit a, S barré, on met 4 places et on fait tourner, comme une petite machine. Alors c'est vrai que la machine à fantasmes fonctionne comme ça, mais c'est la machine à fantasmes. C'est juste que là, elle prend un aspect mathématique, qui peut donner l'impression que c'est scientifique. Mais c'est toujours pas travailler la matière même de l'inconscient, qui est la matière des rêves, des lapsus, des actes manqués. Là, c'est un travail toujours intellectuel. C'est le S1, S2, petit a, S barré dans différentes places et qu'on fait tourner, c'est un encodage exactement comme dans les chaînes de Markov. Donc on peut construire un univers, mais on peut construire un autre à côté, complètement différent, qui n'a rien à voir, mais dont on pourra dire avec autant d'aplomb que c'est scientifique, parce que ça tourne comme une mécanique. La mécanique peut bien être folle, ça marche quand même. C'est bien entendu notre façon de penser, notre façon de fantasmer. Déjà la castration, c'est une interprétation folle. Il n'empêche que c'est là-dessus que l'humanité se fonde. Et que ce qui explique bien aussi bien des massacres et des horreurs auxquelles on a pu assister. Parce que nous nous fondons sur des délires, notamment les religions. Les religions, c'est quoi? J'inclus le lacanisme là-dedans. C'est justement des spéculations intellectuelles à partir de lettres, à partir de livres, où on fait fonctionner ça dans une certaine logique qui peut donner l'impression d'être très rationnelle et même très mathématique, mais qui tourne en rond sur elle-même, c'est-à-dire ne fait jamais la percée vers la pratique. C'est ça que fait la science. C'est qu'au lieu de tourner en rond intellectuellement à travers les bouquins, à travers les constructions de châteaux en Espagne qui ont l'air très mathématiques, mais Galilée disait « la nature s'écrit en langage mathématique ». Absolument vrai. Et ça se vérifie tous les jours. La mathématique a une force formidable pour décrire ce qu'il en est de la nature. Mais l'autre proposition, tout langage mathématique ne décrit pas la nature. Exemple, les chaînes de Markov, qui démontrent qu'à partir d'une chaîne dans laquelle il n'y a rien, une chaîne naturelle, allons-nous dire, puisqu'elle n'est pas réelle, eh bien, on fabrique par l'encodage, c'est-à-dire par notre façon d'encoder les choses, par notre façon de voir les choses, on fabrique un univers qui n'a rien à voir avec l'univers de départ. Et pourtant, un univers dans lequel il y a une logique, il y a des théorèmes, tout ce qu'on veut. Donc on peut construire comme ça des théories, des religions. Et en mathématiques, on peut construire n'importe quel système formel à partir de la théorie des ensembles, ça le démontre très bien, ça aussi. On se donne un ensemble, on définit les éléments de l'ensemble, on définit la partie vide, on définit une loi de composition interne. Ça peut être absolument n'importe quoi. Et à partir de là, on construit des théorèmes. En général, le mathématicien, il sait qu'il est dans un univers de château en Espagne, où il construit un univers absolument logique,
et qui n'a pas forcément à voir avec la réalité. La différence avec la physique, c'est qu'on se sert des mathématiques, oui, mais on vérifie sans arrêt dans la pratique, dans l'observation, si ces chaînes mathématiques dont on se sert conviennent effectivement. Et quand elles ne conviennent pas, on en change. Ce n'est pas la logique interne des mathématiques qui dicte sa loi à la nature, c'est la nature dont on peut vérifier qu'elle est en conformité avec certaines écritures mathématiques, pas toutes, celles qui nous permettent de le vérifier dans la pratique. Donc, voilà une différence fondamentale entre science et religion. Et encore une fois, la façon dont fonctionne Lacan lui-même et le lacanisme en général, c'est-à-dire toujours référence à des livres. Par exemple, Lacan a référence à Descartes. Il ne se réfère pas au rêve, à la matière même de l'inconscient, ni au lapsus, ni à l'acte manqué. Il ne parle jamais de lui. Parce qu'il n'y a que de ses propres rêves qu'on peut parler d'une manière pertinente. Et de ses propres actes manqués, et de ses propres lapsus. Il n'en parle jamais. Par contre, il parle de Descartes, il parle de Hegel, il parle de Heidegger. C'est toujours de la spéculation intellectuelle. Autrement dit, c'est de la philosophie, c'est de la religion, mais c'est pas du tout une démarche scientifique. Ce que par contre j'essaye de faire en revenant sans cesse au laboratoire des rêves. Alors l'utilisation de la topologie par Lacan, qui est une mathématique, ça sauve pas le truc, parce que c'est toujours la même chose. Ça ne fait pas référence à la matière même dont on parle, c'est-à-dire l'inconscient. Ça dit neuboroméen, RSI. Oui, ils sont noués. Quand on en coupe un, les deux autres sont libres, ce qui veut dire que R, S et I sont toujours là ensemble. Mais il y a déjà une erreur à la base, une erreur interne au raisonnement logique, parce que si le réel, l'imaginaire et le symbolique sont trois choses différentes, comment peut-on les représenter par trois cercles exactement semblables, que ce soit par leur forme, par leur place ou par leur fonction? Il y a déjà là une erreur de base. Ensuite, toutes les spéculations qu'on peut faire sur le nombre d'écritures possibles du neuboroméen, j'ai fait ça pendant des heures, des mois, des années. Je peux vous donner exactement le nombre d'écritures possibles du neuboroméen, il y en a 64. J'ai même trouvé qu'il y avait une correspondance avec les 64 éléments du I Ching en Chine. Alors, on peut bien spéculer là-dessus pendant des années. Ça travaille toujours pas l'inconscient. C'est pas comme ça que travaille l'inconscient. Ou plus exactement, il travaille comme ça, mais avec son propre matériau. Et il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est le propre matériau de l'inconscient, et non pas d'autres matériaux abstraits, intellectuels, le neuboroméen, le I Ching, si on veut se référer à une philosophie plus orientale. Ça reste de la spéculation intellectuelle, outre les erreurs qu'on peut relever dans la logique interne de cette spéculation intellectuelle. L'erreur de base, c'est de ne pas être en rapport avec la pratique. Il y a une autre loi. Je vous ai parlé d'une loi fondamentale universelle, c'est l'Oedipe, la castration. L'autre loi s'énonce ainsi: les mots ne sont pas des choses. Il arrive que je lise dans les écrits de psychanalystes une description de l'histoire d'Oedipe, où Oedipe est présenté comme un sale pervers qui a tué papa pour coucher avec maman. Ça dit bien les choses, c'est-à-dire que c'est une loi morale, la loi de l'interdit de l'inceste. C'est en ce sens qu'elle est différente d'une loi scientifique. Et pourtant, cette loi morale est scientifique au sens où elle est universelle. Lorsqu'on la suit ou lorsqu'on la transgresse, on se situe dans le champ de la morale. Lorsqu'on constate qu'elle est universelle et qu'elle est à la base de nos constructions fantasmatiques,
on peut comprendre que c'est une loi scientifique. Et Oedipe, pour moi, n'est pas un sale pervers qui, etc. Pourquoi Oedipe a-t-il tué son père et couché avec sa mère? Parce qu'il ne le savait pas. Hein, il a tué un type parce qu'il a eu une altercation avec lui à un carrefour. Il ne savait pas que c'était son père. Et ensuite, la reine de Thèbes s'est trouvée veuve. Il a résolu l'énigme du Sphinx. Et puisque c'était la prime, c'était épouser la reine, il a épousé la reine sans savoir que c'était sa mère. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Et lorsque nous sommes agressifs à l'égard de quelqu'un, ça peut être notre envie de tuer le père ou la mère. Et lorsqu'on trouve du charme à quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on a envie de coucher avec, mais parce que derrière, il y a l'interdit de l'inceste qui a été respecté. Oui, mais il y a un trait chez la personne que nous trouvons charmante qui rappelle la mère ou le père, selon de quel point de vue on se situe, et qui va faire qu'on va réaliser quand même l'inceste par procuration. On a le droit, hein. Par procuration, on a le droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fantasme derrière. Enfin, c'est pas non seulement que Oedipe ne sait pas, c'est qu'au départ, c'est parce que les parents savent. Ils savent pourquoi. Parce qu'ils ont entendu l'oracle. L'oracle leur a dit, à Laios et à Jocaste, l'oracle leur a dit, votre enfant tuera son père et couchera avec sa mère. Le problème, là, il est dans la croyance. On y revient. C'est à la question de la religion versus la science. Les parents croient en l'oracle, donc pour éviter ce destin, ils envoient l'enfant se faire tuer dans le désert. Mais l'esclave aura pitié de lui, ne le tuera pas, et il sera recueilli dans une autre famille, d'où il croira que ce sont ses parents, et d'où pourra arriver le destin qui lui était promis, mais parce qu'il ne sait pas. À la base, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas une horrible perversion, il y a juste le fait de prendre les mots pour des choses. C'est-à-dire justement cet encodage de la réalité, tel que je l'ai démontré au début dans les chaînes de Markov, cet encodage de la réalité par un imaginaire dont on croit que c'est la réalité. Et vous remarquerez que c'est un encodage conscient dans l'histoire d'Oedipe. C'est parce qu'on sait et qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas que ça arrive, plus exactement, qu'on va faire en sorte que ça arrive. Parce qu'on aura construit cet encodage de la réalité. Ce qui se passe en psychanalyse, c'est que justement, au lieu d'utiliser, c'est ma façon de voir la psychanalyse, hein, au lieu d'utiliser des mots tels que pervers, salopard, c'est ça que ça veut dire, hein, ça peut passer pour un terme médical, mais même en psychanalyse, dès qu'on parle de pervers, on pense sacré salopard. Et ben là, on est dans la morale, c'est une loi morale, et on reste dans la religion. Et puis il y a l'autre façon de le penser, qui est on prend des mots pour les choses. Et on prend la loi morale pour une loi scientifique. Et c'est là le problème. Prendre cette loi morale pour une loi scientifique, comme je l'ai dit, c'est justement sortir de la morale. C'est arrêter de regarder ça comme une horreur glauque, et simplement constater que c'est le fondement de l'humanité. Dans ce sens-là, c'est scientifique. Et du coup, on peut aider les gens qui viennent en psychanalyse et qui, eux, pensent tous que c'est une horreur glauque. C'est pour ça qu'ils le refoulent et c'est pour ça que ça revient sous la forme de symptômes. En psychanalyse, on a le droit de tuer son père et de coucher avec sa mère. Et toutes les autres horreurs, châteaux en Espagne, de diverses pratiques sexuelles telles que, ou divers symptômes, comme on voudra en fonction de l'histoire de chacun, on a le droit d'en parler. C'est-à-dire de faire cette distinction
entre les mots et les choses. Donc, deuxième loi scientifique, les mots ne sont pas les choses. Attention de ne pas la prendre, cette loi aussi, pour une loi morale. Ah, vous prenez les mots pour les choses, c'est pas bien du tout. Ah oui, mais non. La première attitude du psychanalyste consiste à ne pas juger, hein, justement sortir de la loi morale pour pouvoir enfin en parler de façon à faire cette séparation entre les mots et les choses. Et cette séparation, ça revient finalement à la première loi, interdit l'inceste, parce que finalement l'inceste, c'est lorsque les mots copulent avec les choses. C'est-à-dire que on pense que c'est la même chose. Là, il y a la fusion, comme il peut y avoir fusion entre la mère et l'enfant. Donc, sortons de cette morale et prenons le recul suffisamment scientifique pour justement permettre aux gens de vivre leur fantasme, château en Espagne, construit à partir des chaînes de Markov, comme je vous l'ai indiqué, tout en ne les prenant pas pour la réalité. Là est la réalité du fantasme, pas le réel du fantasme. Attention, ne pas mélanger non plus réel et réalité. Là est la réalité du fantasme que l'on découvre dans le travail d'une analyse, et spécialement par l'analyse de ces rêves. C'est-à-dire en retournant à la pratique, plutôt que de faire des spéculations intellectuelles, qui sont aussi des fantasmes, mais qui servent de merveilleuses défenses contre le fait de parler de la castration, par exemple. Voir la lettre volée d'où on est parti, à savoir c'est des plus et des moins, c'est certainement pas la castration. La castration c'est trop douloureux, ça fait trop mal, on évite d'en parler, on invente l'objet petit a pour en parler encore moins, et on fabrique des châteaux en Espagne, c'est-à-dire des délires théoriques, parce qu'ils ne sont pas branchés, parce que justement ils servent à ça, ils servent de défense contre l'horreur de la castration, la douleur de la castration et de l'inceste. Je vais terminer par le petit carré S1, S2, petit a S barré, avec lequel Lacan écrit les 4 discours. Ça peut faire l'objet d'une figure topologique, comme celle-ci, qui a la particularité, c'est qu'on peut la dessiner sans lever le crayon et sans repasser 2 fois au même endroit. Trouvaille topologique formidable, en particulier René Lève en a fait ses choux gras pendant des dizaines d'années, et il a mis cette figure au tableau systématiquement, en y rajoutant plein d'encodages. C'est-à-dire c'est pas seulement S1, c'est aussi l'idéal du moi, c'est aussi grand A, barré, je sais pas quoi, j'ai oublié, pas d'importance, mais le tableau se trouvait recouvert d'encodages et de surencodages de S1, S2, petit a, S barré. Puis un jour, comme des gens lui ont dit, mais quand même, pourquoi toujours cette même figure? Il a dit, pas grave, on va ouvrir, on en rajoute une à côté, puis une autre à côté. C'est-à-dire qu'on construit, comme dans les chaînes de Markov, toujours plus d'encodage, c'est-à-dire du délire théorique. Parce que ce n'est jamais corrélé à la pratique. Bon, voilà, j'espère vous avoir fait comprendre quelle est la différence entre une loi scientifique et une loi morale, et que la psychanalyse, se situant justement à la croisée des chemins entre les deux, est une science, tout en n'étant pas une science. La science exclut le sujet, la psychanalyse le fait naître. Mais en gardant une attitude scientifique, pas une attitude morale et religieuse. Voilà toute la différence. Alors, en se tenant aux limites, comme ça, entre la loi scientifique et la loi morale, ou plus exactement la loi morale méprise
d'un point de vue scientifique, la psychanalyse se trouve s'intéresser sans cesse à ce qui se passe aux limites. Puisque ce dont on n'a pas envie de parler, ce qu'on n'a pas envie de voir ou pas envie d'entendre, c'est justement que nous sommes nous-mêmes coupables d'avoir franchi des limites. Et c'est pour ça qu'on se dépêche de ne pas parler, d'avoir une autre apparence, de vouloir paraître plus moral que l'on est. Bon, tout le monde connaît ça, hein. C'est assez typique de la vie en société, où on cherche à être plus beau, on cherche à être plus moral, on cherche à être mieux, etc. C'est qu'on est poussé au cul derrière par justement ce sentiment de culpabilité, issu du complexe d'Oedipe et du complexe de castration. Le complexe d'Oedipe, c'est la limite à ne pas franchir, c'est l'interdit de l'inceste, qui renvoie à sa sanction, c'est-à-dire la castration, qui est quoi? La limite du corps. Parce que l'ensemble, j'ai parlé dans ma vidéo sur les miroirs de l'image du corps. Et cette image du corps ne se construit que sur sa limite, c'est-à-dire le bord, le tour, comme ça, l'entourage. Et cet entourage pose un problème au niveau de ce qui se passe entre les jambes. Parce que chez les uns, c'est comme ci, chez les autres, c'est comme ça. Plus, moins. Il y a un phallus, il n'y a pas de phallus. Et c'est la limite. C'est la limite dans laquelle la loi morale devient scientifique ou la loi scientifique devient morale. La loi morale devient scientifique, je veux dire qu'on prend les mots pour les choses. Et on prend une apparence pour une réalité. C'est un fantasme. Cette apparence, c'est la castration. La castration, c'est un fantasme, bien entendu. C'est de l'imaginaire. Ça n'a rien à voir avec la réalité anatomique. Ça a à voir avec l'apparence de la réalité anatomique. Et c'est là que il y a le fantasme se fonde sur ce paradoxe, c'est-à-dire que quand le phallus est là, qu'on le constate, eh bien j'ai toujours peur de la castration, il pourrait ne pas être là. Et une fille qui constate qu'il lui manque le phallus, eh bien, elle pense toujours qu'elle pourrait l'avoir. Le nombre de rêves que des femmes m'ont raconté où elles ont un phallus, et qui plus est un phallus pour niquer leur mère, bon, ça a fini par me poser quelques questions. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. La chose est à la fois là et pas là, donc c'est à la fois vrai et faux. Qu'est-ce que la science vient faire là-dedans? Eh bien, elle a à y faire. Parce que justement, en 1900, la coïncidence historique est assez formidable. Parce que 1900, c'est l'année de publication de la Traumdeutung par Freud, son ouvrage sur les rêves. C'est aussi l'année de la publication des Principia Mathematica de Russell. Et Russell s'interroge sur les fondements des mathématiques. Et il le fait savoir par une petite histoire qui permet de bien comprendre les choses. Hein. Le barbier de la ville rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. C'est un encodage. On commence à fabriquer un univers en posant la réalité comme une formule mathématique. Hein. Ça veut dire dans l'ensemble des gens qui ne se des habitants de la ville, il y a ceux qui se rasent eux-mêmes et ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. C'est une façon, un point de vue sur les habitants de la ville. On les code comme ça, par une petite lettre, ceux qui se rasent eux-mêmes, ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. On retrouve l'encodage des chaînes de Markov. Hein, ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes vont voir le barbier. Ils se font raser par le barbier. Très bien. Et ceux qui se rasent eux-mêmes ne vont pas voir le barbier. Mais le barbier lui-même, s'il se rase lui-même, alors il ne va pas voir le barbier. Oh, pourtant, il est le barbier. Donc, il ne se rase pas lui-même, puisqu'il est le barbier qui se rase lui-même. Et s'il ne se rase pas lui-même, alors il va voir le barbier, qui est lui-même, et il se rase lui-même. Donc on aboutit à une contradiction, s'il se rase lui-même, il ne se rase pas lui-même, s'il ne se rase pas lui-même, il se rase lui-même. Bon, voilà le genre de paradoxe dont Russell dit qu'il faut en débarrasser les mathématiques.
parce que ça c'est une petite histoire, mais on peut l'abstraire avec des lettres et l'encoder de façon mathématique. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, comme les chaînes de Markov, on construit un château en Espagne. Et on voit qu'à la limite étant le barbier, c'est-à-dire la fonction elle-même, la fonction d'encodage elle-même, puisqu'on s'est servi de cette fonction pour encoder les habitants de la ville, on s'est servi du barbier. Au niveau de la fonction elle-même, il y a un problème. Et le but que Russell donnait aux mathématiques à l'époque, c'était il faut se débarrasser de ces paradoxes. Parce qu'une chose est vraie ou elle est fausse, mais elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Eh bien, ça a lancé un nombre de chercheurs là-dessus, dont Kurt Gödel, qui, dans les années 20, si je me rappelle bien, a produit son théorème, dit théorème de Gödel. Il y a même 2 théorèmes de Gödel pour être plus précis, mais bon. Et par lesquels il démontre mathématiquement que tout système formel contient obligatoirement un indécidable ou une contradiction, ou les deux. Un indécidable, c'est-à-dire on ne peut pas prouver que telle proposition est vraie, mais on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Une contradiction, c'est on peut prouver que telle proposition est vraie, et en même temps que telle proposition est fausse. Autrement dit, on démontre mathématiquement que la mathématique a ses limites. Vachement intéressant pour nous, les psychanalystes. Mais tout ça, c'est, encore une fois, de la spéculation intellectuelle. Mais comme Gödel est mathématicien, comme Russell est mathématicien, il s'intéresse à leur matière, qui est la mathématique. Et il s'en débrouille très bien. Et en psychanalyse, si on ne fait que de la mathématique, eh bien, on reste dans un fantasme, dans un délire, où effectivement, on va faire mousser le paradoxe, puisqu'on a trouvé que c'était justement la base du fantasme, et on va construire des châteaux en Espagne théoriques sur cette question du paradoxe, en oubliant de parler de soi, c'est-à-dire du paradoxe dont nous sommes faits. C'est-à-dire, je suis garçon et fille à la fois. J'ai envie de coucher avec ma mère, j'ai envie de tuer mon père. Et le fait de le dire en termes de jeu, c'est cela qui est fondamental pour la psychanalyse. Alors que la science exclut tout jeu, elle a bien raison, c'est ce qui l'a fait avancer. Eh bien, la psychanalyse recueille ce jeu exclu de la science, et à condition que ce jeu se mette à parler. C'est-à-dire que si tous les psychanalystes continuent à parler comme des philosophes, comme des religieux, ce jeu exclu de la science reste exclu de la psychanalyse. Parce que le jeu théorique dont parle Lacan et dont parlent les psychanalystes, ce n'est pas le jeu exclu de la science. C'est un autre jeu qui reste exclu de leur discours. Le jeu qui n'est pas exclu du discours, c'est celui qui parle. C'est le jeu, moi, quand je raconte un rêve, ou un acte manqué, ou un lapsus. Et ça, c'est beaucoup plus scientifique, parce que dire qu'on recueille le jeu exclu de la science, tout en l'excluant de son discours, notamment dans les prises de position de Lacan sur on doit être à la place du mort, donc on exclut surtout le jeu de l'analyste. Mais excluant le jeu de l'analyste, on l'exclut de la fonction du transfert, on l'exclut de l'inconscient avec lequel il accueille l'inconscient de l'autre. On ne travaille pas cela, donc on continue cette exclusion et on ne recueille pas du tout le jeu. Donc c'est pas du tout. C'est passer à côté de la plaque. C'est passer à côté de l'objet de la psychanalyse qui est le sujet. On continue de l'exclure, il n'y a pas de sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de castration, il n'y a pas de sujet. Le DIPS est devenu une formule mathématique le plus abstraite possible, et on continue dans les spéculations intellectuelles, et le jeu reste exclu du discours de la psychanalyse. En quoi elle se range du côté de la religion ou de la philosophie,
Et je pense qu'en parlant de mes rêves en termes de jeu, je suis plus près d'une attitude scientifique, puisqu'au moins, ce fameux jeu qui fait l'objet de la psychanalyse, eh bien, il parle en personne. Je voudrais terminer par une petite histoire. Au début de ma carrière dans l'hôpital psychiatrique, j'ai rencontré un type qui m'a expliqué avec le plus grand sérieux que le soleil lui en voulait. Il me disait, il est là dehors, il m'attend, il me guette, il me veut du mal. Il me suit partout, partout où je vais, il est là. Et il me dit, je peux vous en donner la preuve, hein. Vous m'amenez en voiture, on va à 50 km, on descend de voiture, le soleil est là, il m'a suivi. J'étais un peu bloqué dans le fond de mon siège, et c'est pas du tout un délire exceptionnel, hein. C'est le genre de truc qu'on rencontre souvent, sous des formes diverses. Par exemple, le poème de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. L'œil, c'est le soleil de la personne dont je vous parle tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est cette conscience de culpabilité issue de l'interdit de l'inceste qui se manifeste dans l'extérieur, dans la réalité, par un élément qui nous regarde, qui nous en veut, qui est le surmoi. C'est en ça que c'est universel. Ça peut se manifester à l'intérieur dans les rêves, ou dans une moralité accrue, ou je sais pas quoi, mais ça peut se manifester comme ça dans un délire. Mais c'est bien la même loi universelle qui se manifeste. Hein. Alors évidemment, ce type, il passe pour un fou. N'empêche, il manifeste son humanité, au sens où, bah oui, il manifeste sa conscience de culpabilité, comme nous tous. Alors, je rapproche ça volontiers de la façon dont les Aztèques voyaient le monde. Comme beaucoup de peuples primitifs, le soleil, c'était Dieu pour eux. Et ils pensaient que tous les 11 ans, le soleil allait cesser de briller et que l'univers allait être détruit. Donc, ils faisaient à ce moment-là force sacrifice humain pour implorer le Dieu de façon à ce que le soleil ne s'éteigne pas et que l'univers continue. Et le lendemain matin, eh ben, le soleil était là. Et donc, ça leur donnait raison. On a bien fait de faire des sacrifices humains. Vous voyez comme on peut construire un délire à partir d'un encodage de la réalité. Le soleil se lève tous les matins, qui nous dit qu'il va se lever tous les matins. Les Aztèques n'étaient pas sûrs. Enfin, ils avaient leur truc, c'était leur encodage à eux de la réalité, tous les 11 ans, il fallait faire des sacrifices humains. Et mon monsieur qui nous parle de son soleil, et j'en ai rencontré d'autres, hein, comme ça, qui cherchaient à éviter le soleil ou à éviter, pour d'autres, c'est tout simplement la police, ils se sentent suivis, épiés. Bon, c'est leur conscience de culpabilité. L'intéressant avec les Aztèques, c'est que on voit comment un délire se socialise, est partagé par toute une société, qui est d'accord donc pour ces sacrifices humains, parce que ça fait tourner leur monde. On fait tourner le monde sur un délire. Encore une fois, l'attitude scientifique, c'est qu'on vérifie et on s'aperçoit qu'on peut très bien continuer sans sacrifice humain. Par exemple, si les Aztèques avaient eu la curiosité d'aller interroger les peuples voisins, qui eux ne fonctionnaient pas de la même façon, ils se seraient aperçus que tiens, eux, ils font pas de sacrifice humain tous les 11 ans, et le soleil se lève toujours pour eux, par exemple. Hein. Mais c'est ça la vérification, c'est sortir de son délire personnel pour aller dans la réalité, et y compris la réalité de l'inconscient, repérer cette réalité de la conscience de culpabilité, issue d'un fantasme qui est celui de l'inceste, le complexe d'Oedipe. Voilà pourquoi il est intéressant de se référer toujours à la pratique, au lieu de tourner en rond dans les spéculations intellectuelles. Aussi savante puisse-t-elle avoir l'apparence.